France dit non au terrorisme. Une marche républicaine a eu lieu aujourd'hui à Paris en hommage aux victimes des attentats perpétrés ces derniers jours dans la capitale française. Plus de 2 millions de personnes ont défilé en rang serré autour de François Hollande. Soirée des Ebonies 2014, Setou Banoro du quotidien Fraternité Matin a été consacré Super Ebony. La RTI a aussi reçu des prix avec Adama Bakayoko Ebony Radio et Michel Digré Ebony dans la catégorie télévision. Le continent africain séduit le monde des affaires avec les performances réalisées sur le plan économique. Malgré l'épidémie de fièvre à virus Ebola, le continent a pu mobiliser 100 000 milliards de francs CFA au cours de l'année 2014. En sport, football, CAN 2015, la Côte d'Ivoire a joué son premier match de préparation aujourd'hui contre le Nigeria. Les éléphants l'ont emporté 1-0. Ils seront face à la Suède jeudi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. La France dit non au terrorisme. Avec elle, tout le monde entier. Une marche républicaine a eu lieu aujourd'hui même à Paris en hommage aux victimes des attentats perpétrés ces derniers jours dans la capitale française. Plus de 2 millions de personnes, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales ont défilé en rang serré autour de François Hollande jusqu'à la place de la République à Paris. Parmi les manifestants, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Ils ont été désignés par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, pour représenter la Côte d'Ivoire et marquer ainsi la solidarité du peuple ivoirien aux Français. Et loin de Paris, ici à Abidjan, les voix se font entendre également pour dire non au terrorisme. Les Ivoiriens et les Français vivant en Côte d'Ivoire ont organisé un grand rassemblement, comme vous le voyez, devant l'ambassade de France. Main dans la main, ils disent non aux attaques terroristes. Nous en reparlerons dans cette édition. Je vous le disais en titre, le continent africain séduit le monde des affaires avec les performances réalisées sur le plan économique. Malgré l'épidémie de fièvre à virus Ebola, le continent a pu mobiliser 100 000 milliards de francs CFA au cours de l'année 2014. Mais comment cela a-t-il été possible? Quels sont les ressorts de la bonne santé de cette économie africaine? Élément de réponse avec notre reporter Adama Koné. Le milieu des affaires reste attentif aux performances réalisées par le continent africain. Selon la Banque africaine de développement BAD, les apports financiers extérieurs, dont crédit et investissement, ont passé le cap des 100 000 milliards de francs CFA en 2014, soit 4 fois le montant de 2000. De fait, le continent noir affiche une santé économique des plus solides dans le monde. À l'exception de la Chine, les institutions internationales sont unanimes sur le fait que l'Afrique, avec un taux de croissance annuel de 4,8 à 5,1%, fait mieux que partout ailleurs. À l'origine de cette embellie, plusieurs facteurs. D'abord, la bonne tenue des cours des produits de base sur une bonne partie de l'année. Pour exemple, le cacao a enregistré une montée de plus de 13% en 2014. Ensuite, l'on assiste à une percée d'une classe moyenne. Toute chose qui conduit à une forte demande intérieure, doublée d'une affectation des dépenses publiques vers les infrastructures indispensables au développement du continent. Enfin, les experts constatent une amélioration de la gouvernance et de la gestion économique traduite par la stabilité des soldes budgétaires. Tous ces facteurs sont autant d'éléments de séduction que les pays africains n'hésitent pas à mettre sur la table face aux investisseurs étrangers. Toutefois, le défi majeur reste le développement, c'est-à-dire la transformation de toutes ces données macroéconomiques en réalité quotidienne pour les populations, ce qui nécessite l'accélération de la révolution structurelle en diversifiant l'économie et en mettant un accent particulier sur l'industrialisation. En clair, l'Afrique doit pouvoir se donner les moyens de parvenir à une croissance inclusive. Et ce fait malheureux survenu aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Un grave accident s'est produit ce matin dans la commune de Port-Boué au niveau du monument Akwaba. 5 personnes ont été tuées. Les victimes étaient les occupants d'un véhicule personnel selon les informations reçues des sapeurs-pompiers de l'Indénié dépêchés sur les lieux. La voiture a dérapé avant de percuter un poteau.
Un appel à la vigilance est donc lancé à tous les automobilistes en ce début d'année sur les routes. La plateforme de services de la région de Gbeke vient de signer un partenariat avec des structures évoluant dans les domaines agricoles et de l'énergie. L'objectif de la convention est d'aider la jeunesse de la région de Gbeke à trouver un emploi. Ces structures ont été présentées aux autorités administratives, politiques et aux associations de jeunesse de la région. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. 12,2%. C'est le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, selon les données d'une enquête réalisée en 2012 par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Pour réduire ce taux relativement élevé, l'État de Côte d'Ivoire, qui fait de l'emploi des jeunes une préoccupation majeure, a mis des structures en place pour faire face aux problèmes. Ainsi, à Boaké, la plateforme de services de la région de Gbeke a initié des projets d'insertion à l'endroit des jeunes de la région de Gbeke. Pour la présidente de cette structure étatique, ces projets vont beaucoup apporter aux jeunes de la région. À chaque fois que nous rencontrons une société qui nous parle de formation des jeunes pour pérenniser un emploi, nous allons vers eux. Les autorités politiques et administratives de la région de Gbeke saluent cette initiative de la plateforme de services. À travers ces présentations, d'abord au niveau de l'agriculture, le produit biodéposite peut vraiment booster la production. Et donc je me sens prêt à collaborer avec cette structure pour faire la promotion de ce produit. Oui, à l'endroit des jeunes de Djebounois, nous voulons les appeler pour souscrire, d'autant plus qu'il s'agit de création de boutiques énergie, ce qui va permettre d'autres activités annexes par rapport à l'installation de ces énergies solaires. Ces jeunes pourront donc avoir des emplois et pouvoir donc s'occuper des populations. La plateforme de services de la région de Gbeke a été mise en place depuis le 3 octobre 2011 et a déjà favorisé l'insertion socio-économique de plusieurs centaines de jeunes. Les inspecteurs d'orientation ont désormais un guide pratique. C'est un document de référence qui décrit les activités de l'inspecteur d'orientation tant au centre de l'information qu'au sein de l'établissement secondaire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de remettre ce guide à tous les inspecteurs, nous explique Grace Kando. Les inspecteurs d'orientation ont pour mission, entre autres, d'encadrer et de conseiller l'élève en vue d'opérer des choix judicieux de carrière en conformité avec le marché du travail. Cependant, la question de l'uniformisation des pratiques et des méthodes de travail de ce personnel d'encadrement se pose avec acuité. Les inspecteurs d'orientation, c'est une fonction nouvelle dans nos structures. Jusque-là, c'était des attributions qui étaient réalisées par d'autres types de personnel, notamment les éducateurs ou les inspecteurs d'éducation. Et donc, avec leur arrivée, il y a eu quelques difficultés quant à la bonne maîtrise de leurs attributions. Si bien qu'on avait quelquefois quelques frictions, quelques difficultés quant à la bonne gestion, n'est-ce pas, de leurs activités. Pour pallier cette insuffisance, un guide pratique de l'inspecteur d'orientation vient d'être édité. Il présente les outils et instruments d'encadrement. L'orientation scolaire est un chapitre particulièrement important dans la gouvernance de l'école. En donnant à chaque enfant des clés pour une formation adaptée à son profil personnel, elle contribue à l'efficacité interne de notre système en réduisant l'échec scolaire. Le guide va être mis à la disposition des acteurs. Il va y avoir des séances de formation à l'utilisation de ce guide. Il faut qu'on ait une compréhension commune de contenu du guide pour que son utilisation soit aisée. Ce sont plus de 2000 exemplaires du guide pratique de l'inspecteur d'orientation qui ont été confectionnés. Une action à laquelle les éditions Nei-Seda ont participé. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a rendu hommage à son directeur général, Guy Lamblin, pour sa contribution à la redynamisation de l'école ivoirienne. Divo, dans la région du Logibwa, a connu une épidémie de choléra. On note 5 décès dus à cette maladie. Sur place, les autorités sanitaires et administratives mènent des actions pour l'éradication de cette épidémie. Envoyé spécial à Divo, Grace Kando. Divo.
Ville située dans la région du Lot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre hospitalier régional CHR, salle d'isolement des malades du choléra. Au nombre de 4, ces patients se portent mieux. Depuis 3 chargés d'eau à 25, quand j'ai pris en même temps, j'ai eu la diarrhée. Je me sens bien, ça va maintenant. La diarrhée, bon, ça va. Les médecins, voilà, nous ont bien suivis. Ils sont occupés de nous très bien. On a eu des médicaments gratuits. Nous sommes allés à la fête le samedi, je suis parti. Maintenant, je suis revenu le dimanche. Maintenant, c'est dimanche, ça a commencé. Normalement, les gens, c'était diarrhée comme ça. Donc, c'est vendredi, mon père est venu avec moi à l'hôpital ici. Ils ont dit que c'est choléra. Je me sens bien. C'est une épidémie de choléra qui sévit dans le département de Divo depuis plus de 2 semaines. L'épidémie a commencé le 22 décembre. Jusqu'à hier, 9 janvier, nous avons enregistré 42 cas. Il faut savoir que sur ces 42 cas, on a eu 5 décès. Mais du 22 décembre au 27 décembre, c'est là que nous avons enregistré ces 5 décès. Donc depuis le 27 décembre, on n'a plus de décès. Dès le déclenchement de cette épidémie, une politique de prise en charge des patients a été mise sur pied. Dès que nous avons reçu les premiers malades, tous ils ont été pris en charge parce que nous avons reçu en même temps une grande importante dotation en produits pharmaceutiques, ce qui nous a permis rapidement de réhydrater les malades que nous avons reçus. Tout a commencé dans ces 2 villages, Guileyiri et Tableguikou, situés à 12 km de Divo. J'ai reçu un cas de diarrhée vomissement. Même jour encore, j'ai reçu un deuxième. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention et j'ai informé le district. Et immédiatement sur le district aussi, en tout cas c'est dépêché, envoyer une équipe sur place pour venir voir effectivement ce qui se passe. Et lorsqu'ils sont venus, vraiment, les cas ont commencé à se multiplier. On ne sait pas d'où la maladie vient. Une année, il y a les moutons du village, des villages qui sont morts, sauf les poulets qui ne sont pas morts. On boit l'eau du château, mais il y a certaines personnes incontrôlées qui boivent l'eau de marigot ou bien de puits. Donc on ne peut pas dire effectivement tout le monde boit l'eau du château. Parce que ça, si tu n'as pas les moyens pour aller payer de l'eau, tu es obligé d'aller prendre l'eau de puits ou bien de marigot. Pour freiner l'avancée de cette épidémie, les autorités préfectorales ont pris des mesures urgentes. Dans l'immédiat, nous avons pris des mesures telles que demander à tous les malades de se rendre au centre de santé et au CHR pour une prise en charge gratuite. La mesure urgente que nous avons prise, c'était de fermer tous les puits si c'était incriminé. Malheureusement, aujourd'hui, il se pose un problème de moyens financiers pour du carburant, pour qu'on puisse aller fermer les 24 trous. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte de prendre les mesures à court terme. Donc il faut que nous puissions créer dans ces quartiers de bonnes fontaines. À cela s'ajoutent des actions préventives menées sur le terrain, à savoir la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la désinfection des ménages et la gratuité de l'approvisionnement en eau potable. Il reste maintenant aux populations d'appliquer toutes ces mesures pour l'éradication complète du choléra. Voilà, c'était le reportage de notre envoyé spécial sur place à Divo, Grâce Kando. Nous prenons à présent la direction de Bouaké qui bénéficie d'études pour l'achèvement d'un schéma directeur et de drainage. Ces études réalisées par des cabinets tunisiens et ivoiriens sont financées par la Banque mondiale. Elles vont coûter plus de 355 millions de francs CFA. On en sait plus avec nos confrères de RTI Bouaké. Plus de 355 millions de francs CFA. C'est la somme qui sera investie pour l'achèvement des études du schéma directeur et de drainage de la ville de Bouaké. Ces études réalisées par des cabinets tunisiens et ivoiriens sont financées par la Banque mondiale. Elles visent à mettre à la disposition du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme un document de planification fiable. Cela afin de faire des investissements fondés sur les besoins réels dans les domaines de l'assainissement et du drainage de la ville de Bouaké. À Bouaké, chaque concession fait des trous et ils évacuent les eaux usées là-dedans. Mais il faut dire que ce n'est pas hygiénique en fait. Donc nous, dans cette étude que nous menons, c'est de concevoir un réseau d'assainissement qui va collecter toutes ces eaux et les amener vers un point
qu'on appelle une station de traitement avant de rejeter dans la nature. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Les populations placent beaucoup d'espoir en ce programme d'urbanisation qui vient pour améliorer le cadre de vie. Elles s'invitent à une contribution citoyenne. Si on laisse l'eau du WC, des douches, déverser dans le caniveau, c'est pas bon pour eux-mêmes qui ont fait ça, mais c'est pas bon aussi pour la population du quartier. Et ma population me ferait bien d'expliquer en long et à large qu'est-ce qui va se passer de nouveau à Boaké. C'est le centre culturel Jacques Kaka qui a été choisi pour le lancement officiel de l'achèvement du schéma directeur et de drainage de la ville de Boaké par le PRICI. Nous nous rendons à Touba où le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vient d'effectuer une tournée. Mamadou Sanogo a rencontré les populations de la localité pour parler de paix et de réconciliation. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Reprofilage de routes, réalisation de projets immobiliers, construction et réhabilitation des centres de santé et des écoles, avec à la clé la finition de la grande mosquée de Diomant. Ce sont les principaux défis des cadres et des populations de ce village du département de Touba. Pour relever ce défi, ils s'engagent sur la voie de l'unité, de la cohésion et du vivre ensemble, choses qui leur permettront d'inscrire Diomant sur le sentier de développement. Mais déjà, ils soumettent le projet de développement au ministre Mamadou Sanogo, cadre de la région. Ils souhaitent que le ministre soit leur porte-parole auprès des autorités compétentes pour soutenir leurs efforts. Mamadou Sanogo a rassuré la population de Diomant de la volonté du chef de l'État de contribuer au développement de toutes les localités de la Côte d'Ivoire. D'où la mise en place du programme national de développement qui viendra résoudre tous les problèmes d'infrastructure dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, il faut selon lui que la population se mobilise et continue les prières pour que le chef de l'État achève son programme de développement en 2020. Après Diomant, le ministre Mamadou Sanogo a mis le cap sur Sanakoro, un autre village du département de Touba dans la région du Bafing. Ici également, les questions de développement, de cohésion et de vivre ensemble étaient au menu. Le conflit entre éleveurs et agriculteurs a été également posé. Le ministre Mamadou Sanogo a rassuré la population de la mise en œuvre de nouvelles mesures pour mettre fin à ce fléau qui plombe les efforts de cohésion et de développement. On a aussi parlé de paix et de réconciliation à Grand Bassam. Les enseignants membres du RDS section Grand Bassam, justement, ont organisé une conférence sur la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Godefroy Okambawa à Mississoko. Un rassemblement des républicains réconciliés est fort. C'est mon affaire. Tel est le slogan qui s'est donné désormais la section maritime du Rassemblement des enseignants républicains RER dans la région du Sud Komoué. Ils viennent de se réunir dans la ville historique de Grand Bassam. Objectif, faire barrière à tout esprit de haine, de division et surtout pour mobiliser les militants de base afin d'aller en rang serré à l'échéance présidentielle prochaine. Nous avons estimé qu'il était intéressant pour nous, enseignants, qui sommes, n'est-ce pas, les éclaireurs, de poser des actes en vue, n'est-ce pas, de rétablir la situation, l'harmonie entre les différents militants de Grand Bassam. Un esprit de cohésion qu'il faut entretenir selon les cadres du parti. C'est la volonté ferme manifestée par les militants, par la base de notre parti, d'aller à la réconciliation et de voir les cadres unis pour mieux servir les intérêts du parti, pour mieux servir les intérêts de celui que nous avons porté à la magistrature suprême. Je suis venu sur la pression de la base surtout, qui souhaite que la réconciliation soit au sommet du RDR à Grand Bassam. Et sur l'initiative du Rassemblement des enseignants républicains, je suis venu donc formaliser cette réconciliation entre les dirigeants du RDR de Grand Bassam. La réconciliation scellée, le RDR et les enseignants républicains dans le Sud Komoué se disent prêts comme un seul homme pour la réélection du président Alassane Ouattara cette année. Et on en arrive à l'un des grands titres de cette journée. La France dit non au terrorisme. Avec elle, tout le monde. Une marche républicaine a eu lieu aujourd'hui même à Paris en hommage aux victimes des attentats perpétrés ces derniers jours dans la capitale française. Plus de 2 millions de personnes ont défilé en rang serré autour de François Hollande jusqu'à la place de la République. Le reportage, selon le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Mobilisation historique pour rendre hommage aux 17 victimes de la vague d'attentats qui a endeuillé la France cette semaine.
Mobilisation surtout pour crier halte au terrorisme. Près de 2,5 millions de participants dans toute la France, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier sans distinction de race ni de religion. Parmi ces chefs d'État, de nombreux Africains, notamment Ali Bongo du Gabon, Boni Yayi du Bénin, Macky Sall du Sénégal et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. La Côte d'Ivoire, elle était représentée par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Des mots, des pancartes pour faire reculer l'extrémisme religieux. Faites l'humour, pas la guerre. Je suis la liberté de vivre. C'est l'encre qui doit couler, pas le sang. La liberté d'expression n'a pas de religion. Après la marche, ce soir, le président français François Hollande et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rendus à la grande synagogue de Paris. Les deux dirigeants ont participé à une cérémonie d'hommage à toutes les victimes des attentats de Paris, parmi lesquels figurent 4 juifs tués vendredi par Hamdi Koulibaly, le preneur d'otages d'un supermarché Kasher de la capitale française. Le terrorisme est aujourd'hui un phénomène qui nécessite une mobilisation internationale. Sur le continent africain, à ce jour, près de 2000 personnes ont été tuées par Boko Haram. Loin de Paris, ici à Abidjan, les voix se font aussi entendre pour dire non au terrorisme. Les Ivoiriens et les Français vivant en Côte d'Ivoire ont organisé un grand rassemblement devant l'ambassade de France, main dans la main. Ils disent non aux attaques terroristes. Le reportage de Sidonie Davila. Comme à Paris, la capitale française, la communauté française vivant en Côte d'Ivoire s'est rassemblée ici dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan pour rendre un vibrant hommage aux 17 victimes tuées des attaques meurtrières subies par la France ces derniers jours. Ce rassemblement montre la sympathie et la solidarité que nous exprimons à l'égard des 17 victimes de l'intolérance qui ont donc été victimes de ces attentats odieux à Paris. Mais en même temps, je crois que nous avons une pensée pour toutes les victimes de l'intolérance de par le monde. Vous avez appris ce qui vient de se passer au Nigeria. Une petite fille de 10 ans a perdu la vie dans un attentat de manière encore aussi odieuse. Donc je crois que ce soir, nous exprimons tous ensemble cette volonté de se battre, de se lever contre l'intolérance, de montrer que nous sommes forts quand nous sommes rassemblés. Et c'est le signe même de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que toutes ces personnes sont rassemblées. Unis, rassemblés, chantant la Marseillaise et la Biganaise, aux côtés de centaines de personnes sans distinction de race et de religion. De nombreuses personnalités des associations de journalistes présentes également pour défendre les valeurs de la République et de la liberté de la presse. Une rencontre silencieuse, ponctuée de témoignages et d'allocutions, dont celle de la ministre Afoussiata Bamba Lamine venue délivrer le message du gouvernement. Il s'agit des libertés fondamentales qui sont touchées. Le droit de penser, la liberté d'écrire ce que nous voulons, la liberté de s'exprimer. C'est tout cela qui a été atteint. C'est une liberté fondamentale du droit de l'homme. C'est inacceptable. Mais en même temps, c'était un moment pour nous de communier aussi avec le peuple français, peuple ami, peuple frère de la Côte d'Ivoire et au-delà, le gouvernement français, pour lui montrer la solidarité du gouvernement ivoirien. Ce moment de vive émotion est partagé par l'ensemble du peuple ivoirien dont le président de la République a dépêché ce dimanche à Paris le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, pour représenter l'État aux côtés de la France lors de cette marche de soutien et de solidarité. Et notre reporter Sidonie Davila a recueilli quelques réactions lors de cette marche contre les terroristes. Nous les écoutons. Nous sommes là ici pour dire aussi notre part de solidarité à tout le peuple français, pour manifester le rejet de tout ce qui touche à la violence à travers le monde, au terrorisme, pour, je dirais, manifester notre attachement aux libertés et aux droits de l'homme, et pour dire qu'ici en Côte d'Ivoire aussi, nous sommes mobilisés aux côtés de tous les peuples de cette planète pour dire non au terrorisme. On veut montrer à ceux qui sont mal intentionnés, on va dire, que les citoyens du monde entier sont là pour leur montrer que non, on ne va pas avoir peur, réfléchissez et arrêtez ça. Je pense que ce qui vient de se passer cette semaine à Paris, nous a ébranlés parce qu'il y a quand même des symboles forts qui ont été touchés, et puis parce que ça nous rappelle à tous que où que l'on soit, les risques ne sont pas nuls. Que les extrémistes ont fait n'est pas bien, et je suis pour la liberté d'expression.
Ce qui s'est passé, je suis attristé, je suis écœuré. Je suis venu en fait pour soutenir toute la communauté française. À l'instar de nos confrères du monde entier, nous sommes à cette manifestation pour dire à la face du monde et à ceux qui croient avoir tué l'expression de la liberté de la parole qu'ils ont peut-être cassé un stylo, un crayon, sali une feuille de papier, mais ils ne pourront jamais éteindre la liberté de l'expression orale et écrite. Nous sommes des républicains, nous sommes des défenseurs de la liberté. Ce qui s'est passé est particulièrement odieux, donc on est tous orphelins et complètement anéantis par ce qui s'est passé. Et en même temps, on est bouleversés par l'élan de solidarité mondiale et par cette grande fraternité qui est née depuis mercredi. C'est assez surprenant et on est content. Et moi, je suis contente d'être française. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, dans une déclaration dont une copie nous est parvenue, condamne avec la dernière énergie l'attaque terroriste perpétrée au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, attaque qui a coûté, vous le savez, la vie à 12 personnes, dont 10 journalistes. L'UNJCI s'incline sur les dépouilles de ses confrères, présente ses condoléances aux familles des victimes et à la grande famille de la presse, invite tous les États à prendre les dispositions nécessaires pour que tous les journalistes, où qu'ils se trouvent, accomplissent leur mission sans être inquiétés. La liberté d'expression chère justement à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui a organisé hier à Yamoussoukro la soirée des Ébonies, une cérémonie de distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire et la meilleure des meilleures est Setou Banoro du quotidien Fraternité Matin. Elle a été consacrée Super Éboni 2014. La RTI a aussi reçu des prix avec Adama Bakayoko, Éboni Radio et Michel Digré. Éboni dans la catégorie télévision, le reportage d'Herman Niamien. Banoro à Setou Banoro Fraternité Matin. Eh oui, c'est elle la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2014. Setou Banoro, journaliste au quotidien Fraternité Matin, vient ainsi de confirmer ses 18 ans de métier et d'acharnement au travail. Je suis très heureuse, aussi très émue, donc je ne sais pas si je vais avoir les mots pour dire ce que je ressens, mais je suis très émue. Super Éboni, prix Éboni du meilleur journaliste presse écrite, prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Setou Banoro aura tout raflé avec ses productions qui ont su convaincre le jury. À côté d'elle, Adama Bakayoko de RTI Boaké lui obtient le prix Éboni du meilleur journaliste radio et le prix Sifka de l'agriculture, quand Michel Digré de la RTI remporte le prix Éboni du meilleur journaliste télé. Des productions de qualité reconnues par le jury qui se félicite des efforts consentis par les journalistes qui viennent ainsi de laver l'affront de l'édition précédente où le super prix Éboni n'avait pas été attribué. Dans les productions que nous avons reçues, il y avait quelques articles de belle facture, remarquables, tant par leur originalité que par le genre journalistique. C'était un défi de délocaliser le prix Éboni à Yamoussoukro. Le pari a été atteint. Et nous repartons satisfaits d'ici. La marraine de la cérémonie et le ministre de la Communication se réjouissent de la cohésion qui règne au sein des journalistes de Côte d'Ivoire avant de les inviter à demeurer professionnels. Le journaliste n'est pas une pâte à modeler et à manipuler. C'est cette conviction qui explique que j'associe mon image et parraine cette soirée du mérite. Au moment où d'importantes actions sont réalisées dans les secteurs des infrastructures, de la presse, des transports, bref, dans tous les domaines, je ne peux encore une fois qu'inviter les journalistes à accompagner ces projets par la critique constructive et non dans la négation des efforts consentis par le gouvernement. Outre les différents Éboni, Emmanuel Kouassi de Fraternité Matin obtient le prix Maurice Bandama de la culture, Emeline Peye Amangwa, le prix Nadir Hayes de l'économie, Bidelord Nesmond de Nord-Sud Quotidien, le prix BIT pour la lutte contre le travail des enfants et les prix Joseph Diomandé du meilleur reportage et Jean-Pierre Aé de la meilleure interview reviennent respectivement à Théodore Kouadio de Fratmat Info et Élisée Yao de Soir Info. Le Super Éboni gagne un véhicule neuf, un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA, 1 million de francs CFA offert par l'UNJCI et également 1 million de francs CFA offert par la mairie de Yamoussoukro. Chaque lauréat du prix Éboni a reçu un chèque d'1 million de francs CFA.
Et on termine en sport football qu'en 2015, la Côte d'Ivoire, notre pays, a joué son premier match de préparation aujourd'hui contre le Nigeria. Les éléphants l'ont emporté 1-0, récit signé Anne-Marie Nguessan. Pour son premier match de préparation, la Côte d'Ivoire est venue difficilement à bout d'une jeune équipe du Nigeria. Les éléphants, avec un rythme de jeu moyen et sans danger, n'ont véritablement pas inquiété les champions en titre. Ils n'ont d'ailleurs réussi à trouver le chemin de filet que suite à un bel exploit individuel de Tioté Cheick à la 84e minute. Le sociétaire de Newcastle pénètre dans la surface de réparation adverse et offre la balle de la victoire à Salomon Kalou qui ne rate pas son tir. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Malgré ce succès, les poulains des Verts-Renards, qui n'ont pas été brillants et qui ont constaté perplexe la sortie sur blessure du Stéphanois Max Alain Gradel après un tacle appuyé, devront travailler encore plus pour leur deuxième et dernier match amical jeudi 15 janvier contre la Suède. Voilà la fin de ce journal réalisé par Ricardo Somon et Mariette Alangba. Ce journal a été supervisé par Adama Kone. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve très bientôt.